Mon nom est Richard Chénier, je suis directeur général du Santec. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Santec, c'est un incubateur de haute technologie qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus les Deep Tech, qui est principalement concentré dans 5 grands vecteurs, les énergie et environnement, microélectronique et télécommunications, tout ce qui est transport et logistique, industrie 4.0, robotique et autour de ces thématiques-là, ainsi que technologie médicale et la santé numérique. Donc, on fait partie des 20 incubateurs les plus performants au monde. On est en forte croissance depuis les dernières années. On est un organisme à but non lucratif. Nos services sont gratuits. On ne prend pas de propriété intellectuelle ni de part dans les entreprises qu'on accompagne. Notre travail, c'est de créer l'économie de demain, peu importe d'où viennent les entrepreneurs. Donc, si vous voulez lancer des projets d'entreprise, n'hésitez pas à nous visiter sur le santec.co. Mais je ne suis pas là pour faire de la pub, parce que là, on a un programme, puis je suis accompagné de super bonnes personnes. Vous êtes prêts pour le programme? Parce que là, il y a des attentes, là, il y a 300 quelques personnes en ligne, là. Fait que là, puis là, Deep Tech, c'est de plus en plus à la mode. On va entendre ce mot-là pas mal. Fait que je demanderais peut-être à la technique de commencer à partager ma présentation pour qu'on puisse justement vous expliquer un petit peu quel est le programme d'aujourd'hui. Donc, je suis accompagné de Christophe Muratet de chez Thales, donc d'un grand groupe, et de Louis Brun, qui est une start-up Deep Tech qui a été lancée en 2015 exactement, qui aujourd'hui connaît beaucoup de succès. Malheureusement, Louis Fradette ne sera pas avec nous, donc on va essayer de réussir à compenser le travail de Louis, mais ils sont très bavards, si vous allez voir ça, ils sont super bavards. Donc, notre programme comme tel, donc je vais commencer avec une courte présentation sur c'est quoi la Deep Tech, puis pourquoi aujourd'hui on en parle de plus en plus de la Deep Tech. Pour vraiment situer la thématique. Ensuite de ça, Louis Brun va nous parler de l'aventure Solum, donc les succès de cette start-up-là, qui est toujours en forte croissance, d'où c'est parti, où ils sont rendus, puis c'est quoi l'impact qu'ils ont actuellement. Et ensuite de ça, on va aller complètement dans l'autre spectre, c'est-à-dire la Deep Tech chez un grand groupe. Donc, tout le monde connaît probablement le grand groupe Thales. Donc, comment eux, ils voient la question de la Deep Tech, comment ils y travaillent actuellement. Et on va terminer ensemble, les trois, sur un panel qui va nous permettre de discuter de différents enjeux qui sont reliés à la thématique. Comme le mentionnais précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire vos questions dans le chat. Je vais m'assurer de pouvoir... Elles vont m'être relayées, donc n'hésitez pas, ça va rendre la chose un peu plus interactive. Et autrement, ben, on est prêt à sauter dans le contenu. C'est bon? Excellent. Deep Tech. Qu'est-ce que la Deep Tech? Quand on parle de Deep Tech, si on se fie à Wikipédia, c'est assez simple, la Deep Tech, dans le fond. C'est des solutions et des produits technologiques qui sont issus d'avancées scientifiques et d'ingénierie d'importance. Puis comme on le sait, tout le monde, c'est pas une nouvelle pour personne, les technologies et les découvertes avancent à une vitesse exponentielle, ce qui fait en sorte que ça donne d'énormes capacités actuellement de travailler avec l'ensemble de ces technologies-là, de créer des nouvelles solutions à une vitesse qu'on n'avait jamais pu espérer auparavant. Malgré tout, quand on parle de Deep Tech, il y a quand même un niveau de complexité attendu. Même si les temps se raccourcissent de plus en plus, ça exige de plus longs travaux de recherche et de développement qui s'accélèrent par l'accumul de connaissances, mais c'est quand même des technologies qui ne s'implantent pas aussi rapidement qu'un logiciel pour arriver à réserver des salles de rencontre ou des choses comme ça. C'est des choses assez connues. Quand on parle de Deep Tech, c'est que la barrière est un petit peu plus élevée, ce qui fait en sorte que le déploiement est plus long. Souvent, ça va nécessiter aussi beaucoup d'investissements et d'immobilisation pour la commercialisation des produits qui sont issus des Deep Tech, justement pour compenser la longueur du temps. Ça génère de la propriété intellectuelle précieuse, donc ça crée énormément de valeur économique entre autres, et par la barrière, c'est difficile à reproduire, et souvent, de plus en plus, les Deep Tech sont composés d'une mixité de technologies. Où est-ce que le logiciel côtoie des objets connectés, etc., avec des nouveaux matériaux, avec des nouvelles textures électroniques, etc. Bref, c'est souvent une composante, c'est des composantes technologiques qui travaillent ensemble. Pourquoi la Deep Tech aujourd'hui? On le disait tantôt,
il y a beaucoup d'avancées technologiques, mais c'est un réel potentiel. Puis on voit énormément les choses changer actuellement, particulièrement depuis les 2-3 dernières années. Donc, quand on regarde la deep tech, quand on regarde la création de la création de la science vers un produit, ce qu'on remarque de plus en plus dans les études, c'est que c'est vrai que les cycles de développement sont plus longs. Par contre, la valeur des startups qui sont créés à partir de produits issus des deep tech, à terme, va être aussi intéressante que des entreprises en logiciel. Et ça, c'est des choses qui étaient moins connues, mais qu'on a de plus en plus de données qui nous permettent de dire que, dans le fond, les deep tech, c'est une réelle opportunité parce qu'on était à une certaine époque où les investisseurs fuyaient les entreprises deep tech parce que, justement, elles étaient exigeantes en termes de capitaux. Aujourd'hui, vous allez le voir à travers mes prochains graphiques, mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ils voient ça maintenant comme une opportunité parce qu'on a atteint un niveau de maturité au niveau du logiciel. Donc, les investissements en logiciel sont de moins en moins stratégiques pour les investisseurs. Donc, maintenant, c'est quoi les choses qui vont être importantes, qui vont avoir énormément d'impact dans 5 ou 10 ans? C'est là où les deep tech prennent énormément de place. Et quand on regarde les études, si vous regardez le tableau dans le bas, c'est que entre les années 2014 et 2018, bien, il y a eu 11 % des investissements à capitaux de risque qui ont été faits dans des entreprises deep tech et elles représentent à terme 17 % des licornes dans les entreprises qui ont été investies. Donc, ça veut dire que pour 11 % des investissements, ça a créé des compagnies encore plus solides. Pour ceux qui ne connaissent pas les licornes, n'allez pas demander à vos enfants qu'est-ce qu'une licorne. Vous n'aurez pas la bonne réponse par rapport à ça parce que tout le monde, on connaît le petit cheval très, très mignon avec la petite corne et arc-en-ciel. Pour ceux qui connaissent moins l'expression licorne, dans le monde des startups, une licorne, c'est une compagnie qui a atteint une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. Et donc, quand on regarde, pour 11 % des investissements, mais 17 % de tous les investissements qui ont été faits en capitaux de risque, mais ce sont devenus des licornes. Donc, c'est pour ça qu'on voit, avec les analyses des données des dernières années, de dire qu'il y a des réelles opportunités. Et quand on regarde tout ça, on le voit, tendance très forte, et ça, c'est des statistiques qui nous viennent principalement d'Europe. Mais quand on regarde tout ça, la valeur combinée des compagnies européennes en deep tech, en termes de pourcentage d'investissement, si on compare de 2010 à 2020, ça a plus que triplé, ça a presque quadruplé en termes d'investissement. Donc, c'est énorme l'argent qui est investi. Et soyez attentifs actuellement. Vous regardez dans tous les budgets de relance économique, gouvernementaux, etc., il y a énormément d'argent que à la fois les investisseurs mettent dans les deep tech, mais également les gouvernements. La France a annoncé pour son plan, par exemple, de relance économique suite à la pandémie, 5 milliards en soutien au développement de start-up deep tech. C'est énorme, 5 milliards de dollars. Et suivez, regardez juste aussi, il va y avoir un ajustement budgétaire aujourd'hui présenté par le gouvernement du Québec. Vous allez voir là-dedans l'argent qui va être mis. Cherchez les mots quantiques, cherchez les mots intelligence artificielle. Je suis convaincu qu'il va y avoir des millions de dollars qui vont être destinés à ces éléments-là. Puis on voit la même chose du côté fédéral puis de tous les gouvernements du monde. Fait que donc, c'est une réelle opportunité. Puis c'est ça le gros game changer qu'on a depuis les 3-4 dernières années. C'est que là, on sent qu'il y a un mouvement. Puis c'est super favorable. On a beaucoup d'ingénieurs en ligne. C'est qu'enfin, les ingénieurs deviennent de plus en plus les stars du développement économique parce que les deep tech sont issus des sciences et du génie. Là où c'est important à regarder dans le tableau aussi, c'est quand on crée une PME deep tech qui génère de la propriété intellectuelle, mais il y a 1,6 fois plus de chances que cette compagnie connaisse une croissance de 20 % par année pendant un long cycle. Donc, le cycle de croissance, c'est difficile à prévoir. Ça va être un cycle de croissance de 20 % par année pendant 10 ans, 15 ans, etc. Mais donc, comparativement à des marchés plus traditionnels ou moins technologiques, le potentiel de croissance est très allongé. Donc, pour qu'une deep tech, généralement, va atteindre son niveau de maturité
autour de sa 10e année, entre 10 et 15 ans, généralement, là, c'est là qu'elle a pris vraiment tout son envol, son plein potentiel, avec une croissance constante de 20 %. Puis j'imagine, on va parler à Louis tantôt, probablement que Solum connaît probablement plus que 20 % même de taux de croissance. Donc, c'est vraiment intéressant. Ben, à moins que je te mette dans l'eau chaude, là. Regarde ça tantôt. Et l'autre bonne nouvelle aussi, sont 4,3 fois plus de chances de prendre de l'expansion à l'international. Donc, les deep tech sont vraiment à la mode, c'est vraiment à la page et il y a vraiment des opportunités. Maintenant, l'autre opportunité, au-delà des investissements, des mouvements gouvernementaux puis de la technologie, l'autre chose aussi qui est importante des deep tech, c'est qu'on a des défis sociétaux qui sont quand même assez majeurs, particulièrement reliés à tout le développement durable et les changements climatiques. Et l'ONU a fait une analyse de tous les défis qu'elle avait en termes de développement durable, puis elle a fait un croisement avec les startups deep tech qui étaient en développement. Et ce qui est intéressant, c'est que 97 % des startups en développement en deep tech actuellement répondaient à au moins un des défis majeurs en développement durable de notre société. Donc, les deep tech, au-delà d'être une opportunité économique, c'est également devenu une opportunité pour faire avancer la société beaucoup plus rapidement. Donc, il faut s'y intéresser davantage avec tous les défis qu'on connaît. Oh. Maintenant, les deep tech, il y a un enjeu, c'est qu'avec la rapidité des technologies, puis pour y avoir accès pour les entreprises établies, mais de plus en plus, on entend parler d'innovation ouverte et ça commence à devenir un incontournable pour tout le monde. C'est terminé la période où chaque compagnie avait le potentiel de tout développer tout seul chez eux. Parce que la concurrence est internationale et le rythme est difficile à soutenir. L'innovation ouverte a toujours fait partie de nos organisations par le financement de projets de recherche, etc. Mais ce qu'on voit de plus en plus dans le développement moderne de l'innovation ouverte, c'est de commencer à intégrer justement des startups hyper innovantes qui ont trouvé des niches de marché très particulières pour les intégrer dans leur chaîne de valeur et d'amener davantage d'individus, de groupes d'intérêt à pouvoir contribuer à amener leur savoir-faire à l'intérieur des chaînes établies. Et ceux qui rentrent dans ce mode d'innovation ouverte font en sorte que certaines entreprises, particulièrement dans les entreprises établies, puis on va l'entendre beaucoup avec Thales un petit peu plus tard, mais c'est une question de survie dans leur cas parce que s'ils ne rentrent pas dans cette mouvance-là, c'est qu'à un moment donné, si leurs compétiteurs le sont, ils vont tout simplement manquer le bateau, manquer le train parce que les opportunités sont nombreuses. Finalement, le Canada et le Québec plus particulièrement, une bonne nouvelle pour nous. En deep tech, on a un terreau vraiment intéressant. Donc, quand on regarde d'un point de vue plus international, au Canada, on est la 3e nation en prorata qui a le plus grand pool de talent au niveau deep tech. Donc, c'est une super belle opportunité d'aller cibler ces marchés-là. Le problème qu'on a toujours au Canada, c'est le capital de risque qui est souvent pas au rendez-vous par rapport à ces projets-là ou tout simplement nos défis de commercialisation. Et quand on regarde plus spécifiquement pour le Québec, mais le Québec, par prorata, mais on a le plus haut taux d'ingénieurs per capita. Et ça, pour nous, ça représente une force économique importante avec la complexité des technologies avec lesquelles on va jouer. Donc, je m'arrête là sur le portrait global des deep tech, des opportunités, etc. Parce que là, on va commencer à aller vers des cas un petit peu plus concrets. Et là-dessus, on va commencer par Louis Brun, président directeur général de Solum, qui a justement lancé une start-up deep tech créée en 2015. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu Solum, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et toute l'histoire derrière cette entreprise-là qui a un fort succès. Merci Richard, avec plaisir. En fait, Solum, rapidement, c'est une solution d'éclairage artificiel qui permet de reproduire, moduler et bonifier la lumière naturelle du soleil afin d'améliorer de la productivité, la qualité et le bien-être. Donc, à haut niveau, c'est ça. Pour prendre un peu l'historique, donc, ça a été cofondé par François et Gabriel, 2 ingénieurs de l'ETS,
qui ont fait cette innovation-là dans le cadre de leur bac à l'université et qui, ensuite de ça, ont commencé à faire leur maîtrise en disant « Hey, on va partir notre compagnie avec notre belle innovation. » Puis, ils ont été reçus à ce moment-là au Centec. Donc, c'est peu de temps après que moi, je les ai rencontrés. Justement, je visitais le Centec. Moi-même, étant ingénieur de formation, j'aime beaucoup les nouvelles technologies, des choses qui viennent changer la façon de faire de plusieurs industries. Puis, je venais de sortir de ma 3e start-up, puis je me cherchais un nouveau défi. Puis, cette fois-là, je voulais m'investir dans un projet aussi qui allait au-delà du défi technologique, qui allait aussi apporter quelque chose de durable à la société. Donc, c'est là où je t'ai rencontré, Richard, la première fois. On visite le Centec et puis on est dans le 3e sous-sol, pas de signal sur le téléphone. Puis tu me fais visiter une compagnie une après l'autre. Puis on arrive devant une porte, puis François et Gabriel sont là, tout souriants, puis ils m'expliquent, nous, on a inventé le soleil. OK. Bravo les gars, je suis fier de vous. C'est à ce moment-là qu'ils ouvrent la porte de leur bureau. Puis là, c'est un petit cubicule, tout petit. Je m'attendais de voir des oscilloscopes, toutes sortes d'équipements d'ingénierie. Ben non. Il faisait soleil, il y avait des fraises, il y avait des tomates cerises qui poussaient. Puis là, moi, ça a été le coup de foudre. J'ai dit, alors François Gabriel cherchait un partenaire qui allait venir prendre un peu le leadership de justement transformer cette innovation-là en compagnie. Puis c'est là que l'aventure a commencé. Mais avec le Deep Tech, puis justement, ça rejoint quelque chose que tu as mis de l'avant, c'est plus long. La première année, ça a été de vraiment étudier la technologie, son potentiel, où elle apportait le plus de valeur. Donc, dans un premier temps, François Gabriel ciblait le marché des musées, parce qu'avec une lumière parfaite, ça permettait de mettre en valeur les artefacts sans les détériorer. Donc, c'est un marché intéressant, mais quand on pense à la lumière du soleil, on est rendu ici en novembre, c'est les êtres vivants qui sont impactés par ça. Alors, j'ai dit, on va commencer à explorer d'autres segments de marché. Donc, de l'éclairage centré humain, le bien-être animal, puis l'agriculture. C'est là où ça a été important de voir, oui, on a une vision à long terme où on va apporter le soleil pour tous, mais pour une jeune pousse, c'est important de tout à coup cibler le marché qui va être le plus porteur pour nous. Et puis, en 2017, on décide de concentrer nos efforts sur l'agriculture. Donc, on ouvre la porte de l'agriculture, puis là, on découvre que là, ça se définit en plusieurs nuances. Il y a les fermes intérieures, comme la boîte maraîchère, il y a les fermes verticales, il y a les compagnies de biotech, il y a les chambres de croissance, il y a la recherche et il y a les serres. Donc, ça nous a pris quand même 2 ans à explorer, 2018-2019, à explorer tous ces segments-là de l'agriculture pour, ensuite de ça, vraiment aller plus précis encore, puis cibler les serres. Donc, pourquoi on a ciblé ce marché-là? C'est que c'est un marché qui est économiquement très bien établi, puis c'est le dernier marché que le LED n'occupe pas. Puis c'est là où on a vu le premier marché dans lequel on pourrait se démarquer. Puis dans le marché de la serre, là, on a même analysé les différentes variétés qui sont cultivées en serre, la laitue, les fraises, les poivrons, le concombre, la tomate, pour justement cibler encore plus précisément le poivron, qui était dans ce cas-là la seule culture qui n'était pas cultivée en hiver. Puis, donc, de là, en 2020, on a monté une ronde, on a fait un montage financier important. Puis c'est là vraiment que les choses démarrent pour Solum. Le Deep Tech, c'est cash intensive, donc ça demande beaucoup de capitaux. On a fait un montage de 12 millions qui nous a permis de faire la démonstration de notre solution à grande échelle. Donc, il y a 1 an à peine, on déployait 4 acres dans une serre en Ontario pour réaliser la première culture de poivrons en hiver. Puis, en quelques semaines à peine, on faisait les premières récoltes et puis on commençait à distribuer des poivrons qui avaient été poussés, cultivés au Canada dans les épiceries canadiennes pour les consommateurs. Donc, puis là, c'est là où la croissance va à ce moment-là rapidement. Puis, l'importance d'avoir du capital de risque pour nous accompagner, là, on est un peu dans ce défi-là présentement.
Mais grosso modo, ben, voici un peu ça, c'est l'historique de Solum. Puis ben, l'avenir, est encore prometteur, mais beaucoup de défis, beaucoup de défis. Je pense d'ailleurs qu'il y a quand même plusieurs distinctions que vous avez eues dans la dernière année. Vous êtes rendu combien d'employés à peu près là, chez Solum quand on parle de grosseur, de volume? Donc, Solum, on est rendu 40 employés. La majorité, justement, au niveau de l'ingénierie, du développement logiciel, du développement matériel. Solum, c'est le mariage, justement, de cette mixité-là de technologies. C'est de l'électronique, donc des circuits électroniques sophistiqués. On a des PCB sur aluminium. Après ça, c'est de l'ingénierie mécanique au niveau de toute la gestion thermique, durabilité des systèmes, parce que ce qu'on installe chez nos clients, il faut que ça soit là pour 10, 12, 15 ans. L'ingénierie logicielle, tant au niveau infonuagique, middleware, firmware, donc logiciel embarqué. Donc, il y a toute cette mixée-là. Beaucoup de propriété intellectuelle. Donc, on a même un groupe qui s'occupe de la protection de nos inventions, donc des brevets, design industriel, marque de commerce, secret industriel aussi. Donc, bien documenter tous ces aspects-là. Vous avez quand même remporté quelques prix là, dans la dernière année, là, sans trop te vanter, là, parce que là, je ne veux pas que tu sortes la tête trop enflée d'ici, là, mais quand même, vous avez des beaux succès. Raconte-nous dans la dernière année là, les distinctions là, que vous avez reçues. Cette année 2020, c'est un peu l'éclosion, la reconnaissance qui vient du travail acharné de toutes les années précédentes. Donc, Solum a été reconnu par Greenhouse Canada, qui est le regroupement justement des producteurs de serre canadiens, comme étant la meilleure technologie innovante en serre des dernières années. On a même fait la page couverture de novembre à ce niveau-là. On vient de faire notre entrée dans le Deloitte Fast 50 comme étant les compagnies à surveiller avec les plus fortes croissances. On a été reconnu aussi par LED Magazine, qui est un peu donc le penchant du côté justement éclairage, comme étant la meilleure solution d'éclairage horticole des dernières années. Donc, des belles reconnaissances, c'est le fun, des reconnaissances, mais c'est important de traduire ça par des succès dans le marché. Oui, tout à fait, effectivement. Le succès d'une entreprise se calcule en part de marché et non en reconnaissance. Mais vous avez d'ailleurs aussi été identifié parmi les 1000 solutions qui vont répondre aux défis là, aussi de développement durable qu'on a. Là. Absolument. Ça aussi, c'est un élément important d'aller chercher des reconnaissances de tiers comme la Fondation Solar Impulse qui est là pour justement identifier ces solutions de développement durable-là. Tout ça permet de se positionner justement comme étant un leader dans l'industrie. Good. Merci beaucoup, Louis Brun. Maintenant, on va aller complètement à l'autre opposé du spectre avec un grand groupe, mais avec quelqu'un de super intéressant. J'adore toujours discuter avec Christophe, etc. Il a une vision quand même assez particulière, étant dans un grand groupe, de toute l'innovation. Christophe, je te laisse la parole pour nous parler un peu de Thales, de la Deep Tech chez Thales et toutes les orientations que vous avez. OK. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je vais juste commenter d'abord par me présenter. J'ai vu qu'il y avait une question en ce sens par rapport à notre historique. Donc personnellement, moi je suis ingénieur en génie logiciel de formation. J'ai également une maîtrise en gestion de la connaissance et des données de Polytechnique Hong Kong et une maîtrise au niveau de stratégie et économie de plateforme de l'Université de Boston. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur génie logiciel au niveau du domaine des assurances, au niveau des sondes de supervision. J'ai rapidement transité dans le domaine très différent de la défense, tout ce qui concerne les liaisons de données tactiques et tous les systèmes embarqués de surveillance et de renseignement. Et puis j'ai ensuite rejoint des activités de la gestion du trafic aérien. Donc tout d'abord en charge des équipes d'ingénierie pour tout ce qui concerne les plans de vol et également la supervision. Et puis finalement de prendre en charge l'équipe d'ingénierie en Inde qui travaillait sur ces mêmes systèmes. À l'issue de cette période, j'ai rejoint l'Afrique du Sud pour tout ce qui est
le maintien en condition opérationnelle de ces mêmes systèmes de gestion de trafic aérien au niveau national. Et j'ai ensuite rejoint Hong Kong pour une industrie un peu différente, qui est toujours dans le domaine de la mobilité, mais plutôt ferroviaire, tout ce qui est système de signalisation et biotique ferroviaire, notamment sur les lignes de métro. Et où j'ai occupé donc la responsabilité de toute la partie ingénierie de ces systèmes et où j'ai ensuite pris la direction de la cellule de recherche au niveau de la science des données, donc tout ce qui est analytique de mobilité, avant de rejoindre finalement le Canada et donc le centre d'expertise, recherche et innovation en intelligence artificielle du groupe Thales, dont la mission est d'augmenter l'humain dans les environnements critiques. Alors, ici, je suis à présent donc directeur stratégie, marketing et produits émergents, donc pour cette unité qui cherche véritablement à, j'allais dire, inverser la firme, inverser la compagnie, c'est-à-dire bien sûr se concentrer sur des technologies profondes, le sujet du jour, mais en se posant la question de savoir, on parlait un peu plus tôt de la vitesse, de la période nécessaire pour aller distribuer des technologies profondes, mais pas vitesse en termes de rapidité, mais plutôt en termes de justesse et en termes de partenariat. Je pense qu'on a eu l'exemple de Donald Solem qui a eu une attention particulière au niveau de savoir quels seraient les bons partenaires et quelle serait la bonne application pour leur technologie. Et donc l'idée, évidemment, pour un grand groupe, comme beaucoup d'autres qui travaillent depuis des décennies avec des centres de recherche intégrés sur des technologies profondes et qui ont vu l'évolution en vérité de ces deep tech vers une domination plutôt matérielle, électronique, vers finalement de nos jours une domination plutôt logicielle. Globalement, pour des ingénieurs, le génie logiciel, c'est intéressant parce qu'en une décennie, on est passé comme des rats de laboratoire qui représentaient un fragment des solutions, notamment System of System, à finalement un petit peu les champions de ces systèmes, étant donné qu'aujourd'hui, le logiciel représente une part importante, capitale même de ces différents systèmes. Bref, donc l'enjeu pour ces grands groupes, qui encore une fois ont un historique important, le deep tech n'est pas nouveau pour la plupart des grands groupes, mais d'essayer d'aller au-delà de cette recherche interne, au-delà de tout ce qui est partenariat universitaire, au-delà même des règles établies de l'innovation ouverte, pour essayer de se tourner vers une innovation beaucoup plus de réseau, qui s'appuierait notamment sur les jeunes pousses, sur des PME, qui également aujourd'hui peuvent accéder à ces grandes technologies, notamment avec le coût d'un certain nombre de ces technologies profondes qui a drastiquement réduit au cours de ces dernières années. Et donc de véritablement repenser nos stratégies en s'appuyant sur ces partenaires pour venir jouer un rôle dans notre chaîne de valeur, notre chaîne d'approvisionnement, et pouvoir finalement aller répondre aux trois grandes questions, j'allais dire, de développement de ces grandes technologies. Donc je ne sais pas si communément les gens ont idée en fait de cette fameuse courbe de développement, de cycle de vie de ces grandes technologies. Alors évidemment avec une courbe au début, on en parlait, demande des capitaux importants, donc qui nécessite en effet sur un certain nombre d'années d'aller de manière, j'allais même quasiment déficitaire, chercher cette future technologie de rupture. Ensuite avoir une courbe croissante pour justement atteindre cette croissance et surtout l'adoption sociale. Très important quand on parle de technologies profondes. S'ensuit évidemment l'enjeu de l'adoption sociale de ces technologies qui sont dites de rupture. Et puis finalement le plateau où on va aller chercher à capturer la valeur de ces technologies profondes et parfois au bout d'un certain nombre d'années, donc cette décroissance. Et donc l'enjeu en fait d'arriver à inférer sur ces trois courbes-là, c'est-à-dire la première, comment essayer de, avec les bons partenariats, optimiser cette durée, cette période, certains parlent de runway, d'investissement pour aller découvrir cette nouvelle technologie. La deuxième, c'est sur l'adoption sociale, sur la croissance, comment réduire la durée de cette adoption sociale, et ça commence par véritablement s'ouvrir encore une fois, mais pas nécessairement vers des partenariats, mais plutôt par de la co-création avec des futurs utilisateurs et clients. Et puis finalement, cette courbe
donc cette dernière partie de la courbe qui est plutôt le plateau de stagnation, de capturer la valeur créée par cette technologie, comment aller essayer de diversifier l'application de cette technologie pour essayer de la bonifier sur d'autres industries, sur d'autres problématiques. Et encore une fois, ça passe également par s'ouvrir pour aller à la recherche de ces différents cas d'application qui peuvent être adressés par la compagnie, évidemment, qui a généré et créé cette découverte, cette nouvelle technologie, ou bien par des partenaires distributeurs. Donc l'idée, c'est véritablement d'avoir une unité qui va se poser des questions, évidemment, technologiques, mais également particulièrement au niveau de tout ce qui est adoption sociale, expérience liée à ces technologies, et puis évidemment par rapport à tous ces enjeux de distribution et économiques, on y reviendra sans doute, qui sont à mon sens beaucoup plus au cœur des problématiques et des grandes révolutions dont on parle actuellement, notamment la transformation numérique, mais qui certainement impliquent des problématiques technologiques, mais également particulièrement économiques. Merci Christophe pour ce grand portrait un peu des grandes lignes de ton parcours, mais aussi du positionnement de Thales. Puis on va avoir l'occasion, effectivement, pendant le panel, d'aller un peu plus loin. Mais juste avant d'aller vers le panel, vous commencez à pratiquer l'innovation ouverte. Vous avez choisi Montréal aussi comme un des endroits. Vous avez Station F à Paris, où est-ce que vous avez une Digital Factory. Et à Montréal, avec le Centec, vous avez effectivement également aussi des activités. Pourquoi Montréal? Alors, je dirais principalement, alors il y a deux raisons. La première, c'est parce que le groupe Thales a investi depuis de nombreuses années au Québec. On a un centre de recherche donc, historique au sein du parc technologique de la ville de Québec depuis plus de 12 ans, 13 ans je crois. Donc évidemment, on a des racines assez profondes au Québec. Et avec ces racines, évidemment, une reconnaissance des talents qu'on mentionnait juste avant au niveau de tout ce qui est technologie profonde au Québec. Et évidemment, des talents qui sont issus des universités. Donc, depuis des années, évidemment, des partenariats avec les universités locales pour pouvoir collaborer et co-innover ensemble. Mais ces dernières années, également au niveau de différentes stratégies et plans d'investissement régional et fédéral, de voir en fait une vraie éruption de jeunes pousses, jeunes, j'espère, futurs champions des technologies profondes. Évidemment, en commençant par tout ce qui est sciences des données et intelligence artificielle. Et donc, la volonté donc, du groupe d'essayer de passer au cran supérieur en termes de, sur les technologies profondes, notre concentration autour de l'intelligence artificielle, et donc logiquement de miser sur, j'allais dire, un hub mondial de l'intelligence artificielle, mais un hub sur lequel on avait d'ores et déjà des racines suffisamment profondes pour, évidemment, continuer de collaboration avec les universités locales, mais essayer également d'ouvrir notre innovation à d'autres écosystèmes, notamment les écosystèmes de l'entrepreneuriat. Excellent. Merci, Christophe. Juste avant d'aller au panel, là, je vois qu'il y a des questions qui commencent déjà à rentrer dans le chat. N'hésitez pas pour mettre vos questions dans le chat. On a comme notre voix off qui peut nous poser des questions. N'hésitez pas, on va prendre des questions au fur et à mesure parce que souvent, si on les garde juste pour la fin, parfois on a peut-être passé la fenêtre d'opportunité sur certaines questions. Puis, Monsieur la voix off, on avait une question un petit peu plus tôt sur Solum, particulièrement plus spécifique à leurs produits là, au niveau des serres. Est-ce que vous pourriez nous lire la question en question? Question en question, c'est drôle ça. Qu'est-ce qui distingue Solum des solutions d'éclairage artificiel existantes pour les serres? C'est une très bonne question. Il faut comprendre que, d'abord, des serres, c'est des milliers d'hectares à travers le monde. La majorité de ces serres-là ne sont pas éclairées. Et puis, encore présentement, quand un producteur va vouloir éclairer sa serre, il va utiliser une vieille technologie qui est finalement les ampoules HPS. Donc, une ampoule HPS, c'est une ampoule qui génère beaucoup de lumière, mais aussi beaucoup de chaleur, qui consomme beaucoup d'énergie. Je dirais, ça fait une dizaine d'années que les fabricants de luminaires d'ailes traditionnels qu'on connaît, là, des Philips, des GE, proposent des luminaires d'ailes,
Mais la seule proposition de valeur, donc ils n'ont pas vraiment innové. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils créent un luminaire qui consomme moins d'énergie en mettant le plus de LED possible dans une chaudière, puis ils alimentent ça avec de l'électricité en créant une lumière. Pour le producteur en serre, je vais investir plus d'argent sur un luminaire qui va consommer moins d'énergie. Donc, c'est une proposition de valeur qui n'est pas nécessairement très convaincante. Solume, nous, on utilise vraiment on va beaucoup plus loin. On est allé profondément dans le développement de la technologie où notre système, c'est un système qui est intelligent. Donc, le luminaire d'AILE, lui-même, en tant que tel, est un objet connecté intelligent, autonome avec ses propres algorithmes, qui, ensuite de ça, est connecté à travers un réseau où tout le monde communique ensemble et avec la plateforme infonuagique qui fait que la lumière est modulée par zone, par section dans la serre pour qu'elle soit optimisée à chaque étape de croissance de la culture. Précédemment, il y avait une photo où on voyait un 5 hectares de serre où il y avait différentes couleurs, justement. C'est une serre de 5 hectares, donc c'est 50 000 mètres carrés, 12 000 luminaires. C'est seulement du poivron qui pousse là-dedans, mais plusieurs variétés. Puis le producteur, en ce moment-là, est en mesure d'adapter dans chaque zone l'éclairage, de l'optimiser selon les variétés, selon les stades de croissance. Puis au fur et à mesure que le soleil se lève, on a des senseurs qui mesurent la lumière entrante naturelle puis nos algorithmes vont calculer justement le delta entre la lumière qui rentre naturellement, donc qui est gratuite, et avec l'éclairage optimum qu'on cherche à avoir. Puis le luminaire, lui, à ce moment-là, va se moduler automatiquement pour recréer ça. Donc, tout ça crée un environnement où on minimise la consommation de l'électricité, on maximise la productivité, puis après ça, ça permet aussi l'innovation où, en collaborant avec des centres de recherche, tout à coup, on va découvrir certaines recettes ou traitements d'éclairage qui vont permettre d'améliorer la qualité d'un produit. Qui va permettre d'augmenter la concentration de vitamines, d'améliorer le goût, de faire aussi que le produit va rester frais plus longtemps après sa récolte. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est un système qui est périn dans le temps. Donc, une fois que j'ai accroché mon luminaire, bien, il est capable d'évoluer en fonction de mes cultures, en fonction des innovations technologiques, au lieu d'être quelque chose qui est unidimensionnel. Puis là-dessus, bien, c'est fondamentalement différent de tout ce qui se passe à travers le monde. Solume est le seul à avoir réussi à faire des déploiements à grande échelle, de niveau vraiment industriel, pour le marché de la serre. Excellent, merci. Excellente clarification. Justement, il y avait une question dans le chat sur les accélérateurs, changement climatique, etc. Si on pouvait juste avoir la question comme telle. Que pensez-vous de l'impact environnemental de légumes cultivés en serre plutôt que des légumes cultivés à l'étranger puis importés au Canada? Bien, ça aussi, c'est un très bon point. Je pense que la pandémie a un peu accéléré cette sensibilisation-là au niveau de la population de l'importance d'avoir une production locale pour desservir les populations. Parce que justement, bien, quand l'hiver s'en vient, quand on va recevoir des produits qui arrivent du Mexique, bien, il y a le transport. Mais au-delà du transport, on ne sait pas aussi non plus dans quelles conditions ces fruits, ces légumes-là ont été cultivés. Au Canada, ici, par exemple, il y a de la réglementation qui fait qu'il y a certains produits qui ne peuvent pas être utilisés dans la serre. Donc, il y a la question de changement climatique, donc réduction du transport. Il y a la question de la qualité. Il ne faut pas oublier qu'un produit qui doit voyager beaucoup avant de se retrouver dans notre assiette a d'abord été élevé pour bien voyager. Je vais prendre l'exemple d'une fraise de Californie. Là-bas, ils ont créé une fraise, non pas pour qu'elle goûte bonne, ils ont créé une fraise pour qu'elle ait une belle apparence et qu'elle voyage bien jusqu'à l'assiette du consommateur. Il faut comprendre qu'un fruit ou un légume, plus il a de goût, c'est moins bien il va voyager. Il va avoir une bonne teneur en sucre, il va avoir des vitamines, mais on le voit l'été avec les fraises ici. Une bonne fraise, elles sont tendres. Si on met ça dans un camion puis que ça part pour traverser l'Amérique, mais ça va finir en confiture. Alors définitivement, c'est au niveau changement climatique, ça a un grand impact. Puis au-delà du transport, la solution Solume aussi au niveau de sa fabrication. Il ne faut pas oublier que les technologies qu'on utilise ont une empreinte
avant qu'elle soit utilisée. La solution Solume a réduit de 66 % donc son empreinte même uniquement au niveau de la fabrication, l'assemblage des composants, etc. Good. Merci. Il y a je commence à avoir plein de questions, là, des questions pour Thales puis Solume. On va peut-être régler les questions concernant vos cas plus spécifiques avant de rentrer dans le panel là, qui va nous ramener un peu plus sur les deep tech de façon plus générale. Là. Monsieur voix off. Restons dans le cadre Solum encore quelques instants. Au Québec, le chauffage est une dépense importante. Est-ce que le gain avec Solum compense les lampes HPS qui chauffent en même temps? Bien, largement. Faut comprendre que oui, la chaleur qui est dégagée par une ampoule HPS bénéficie à la serre en hiver, mais par contre, c'est une chaleur qui elle a deux aspects. Il y a un aspect radiant de la chaleur, donc qui s'en va vers les plantes, qui doit être géré parce qu'il peut avoir un effet nuisible sur la plante, donc la brûler. Donc, c'est pour ça que les serres doivent être plus hautes pour éviter cet aspect-là. Avec la hauteur, bien, la chaleur se retrouve en hauteur, donc on a besoin d'aller la chercher puis de la redistribuer par en bas, ce qui amène quand même des défis au niveau de l'environnement thermodynamique. Alors oui, avec un système comme Solume, l'apport de chaleur doit être un peu plus important, mais il est beaucoup plus facilement gérable pour le producteur. Donc, j'ai des lumières qui feraient de la lumière, j'ai mon système de chauffage qui fait le chauffage et qui l'amène à l'endroit que je veux. Puis les bénéfices à ce moment-là qui en sont retirés compensent largement la chaleur que les ampoules HPS généreraient dans la mesure où le producteur est capable aussi d'aller la rechercher puis de la ramener à l'endroit où il y en a besoin. Excellent. On va passer peut-être il y a certaines questions, je pense, à Thales plus spécifiquement, dans le chat actuellement. Oui. Thales investit-elle dans des startups québécoises? Des exemples, s'il vous plaît. Quels sont les critères de sélection? OK. Donc, il y a plusieurs questions dans la question. Donc, oui, le groupe Thales investit. Pas uniquement d'un point de vue, j'allais dire, monétaire. Je pense qu'on a discuté un petit peu du cas Solum, et puis c'est le cas de beaucoup d'entreprises en deep tech. Avant même la notion de capitaux, l'important c'est de comprendre les industries de destination. Beaucoup aujourd'hui de deep tech s'orientent vers des marchés dits régulés, donc pour lesquels en effet existe un certain nombre de barrières d'entrée, ne serait-ce qu'en termes de certification, qualification. Donc le groupe Thales, au travers d'un programme lancé maintenant il y a 3 ans en partenariat avec le Santec, donc le programme AI at Santec, se tourne donc vers l'accélération, l'accompagnement d'accélération de ces startups, donc en leur apportant du support en termes d'expertise technologique grâce à nos scientifiques présents ici localement dans le centre de recherche, avec un accompagnement en termes de mentoring par des coachs d'affaires, donc des spécialistes des industries destinations que sont celles du groupe Thales. Donc on parle de l'aérospatial, du spatial, de la défense, de la sécurité, de l'identité numérique. Donc pour les aider justement à ce point qu'on mentionnait tout à l'heure, de dire quand je développe une technologie qui est assez transverse, à quel moment je vais sentir que une verticale plutôt qu'une autre est la bonne. Donc on essaie véritablement de les aider avec ces éléments-là. Et puis d'autres éléments qui sont de dire aussi que, on parlait de partenariat plus tôt, des fois pour pouvoir distribuer une technologie profonde, eh bien, ça prend un certain nombre de composants supplémentaires, une infrastructure, un système de sécurité, etc., qui vont compléter la technologie brute. Et donc on cherche également à pouvoir aider ces jeunes entreprises. Donc évidemment, dans certains cas, il est possible ensuite d'imaginer un investissement plutôt financier du groupe au travers du Thales Corporate Venture. Mais encore une fois, l'idée, c'est véritablement d'éviter ce type, j'allais dire, finalement assez historique mais archaïque de collaboration et de partenariat entre les grands groupes et les startups, qui bien souvent d'ailleurs implique un certain ralentissement au niveau d'un point de vue technologique, au niveau de la recherche et au niveau de la distribution de la technologie. Donc on préfère garder en fait cette thématique pour un petit peu plus tard, mais se concentrer au début véritablement sur, comme je le disais, l'accélération.
Et les critères de sélection, concernant les critères de sélection, en vérité, c'est surtout d'avoir une vraie technologie. L'idée, c'est de travailler en fois avec des partenaires qui sont face à ces problématiques liées aux technologies profondes, à leur distribution, et même adoption sociale, et donc de pouvoir véritablement, comme je le disais, les accompagner dans ces premières étapes assez compliquées de démarrage d'une entreprise en deep tech. Quelques exemples, je peux en citer au moins un. Je mentionnais en effet donc, le groupe Thales, particulièrement notre unité ici, cherche à augmenter l'humain dans les environnements critiques. Alors, pour ça que quand on parle d'IA, on parle plutôt d'intelligence augmentée, véritablement qu'intelligence artificielle dans nos domaines, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, dans l'aérospatial, le spatial, etc., l'humain reste au cœur de la décision. Aujourd'hui, et pour de longues années à venir. Donc on est très très loin de tout ce qui est automation, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'autonomation. Donc dans cette démarche, on cherche évidemment toujours à aider l'humain à prendre la juste décision, ce qui veut dire aussi peut-être de créer des assistants qui vont pouvoir aider cet humain dans cette prise de décision, notamment en termes de développement de conscience d'une situation donnée, donc au niveau de tout ce qui est traitement des données, et puis de propositions, de recommandations, mais de recommandations qui sont informées par rapport à un contexte industriel, un contexte spécifique au métier, et qui comprend un certain nombre de variables qui sont bien souvent liées à la connaissance tacite, ce qu'on appelle le sixième sens ou l'expertise d'un opérateur, plutôt que d'un standard ou une procédure bien établie. Donc en ce sens, Thales a établi un partenariat qui a commencé lors de la première saison de EA Santec avec la compagnie Air, AI Redefine, donc qui est une compagnie locale de Montréal, qui se charge de développer simplement un composant d'entraînement d'agents intelligents, mais qui va incorporer en termes d'entraînement et donc de supervision de l'entraînement de ces modèles, de ces agents intelligents, le retour humain, le feedback humain, pour garantir encore une fois que, au-delà de tout ce qui peut être, alors, sans rentrer dans les détails, model-based, donc c'est-à-dire des modèles qui vont être basés sur des règles établies de décision, on va pouvoir également incorporer tout ce qui est lié à la connaissance tacite que je mentionnais tout à l'heure, qui va venir inférer sur la prise de décision d'un humain, pour s'assurer que ces agents intelligents vont également avoir, j'allais dire, une affinité avec ces variables, encore une fois, qui sont liées au tacite, et ensuite de pouvoir faire des recommandations qui vont être, comme je le disais, informées, qui vont être contextualisées, et donc qui vont être donc pertinentes à ces humains pour leur prise à la décision. Donc AI Redefine, une compagnie avec laquelle on a commencé une collaboration donc, lors de la première saison et avec laquelle aujourd'hui on travaille main dans la main sur la livraison de projets concrets. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Thales, mais on va commencer à bouger sur le panel pour qu'on réélargisse un peu. Mais non, je pense que Thales, juste pour la question dans le chat, ne charge pas d'honoraires, c'est plutôt le contraire. Ouais. C'est plutôt le contraire, hein? C'est une relation client-fournisseur dans le fond. Donc, et souvent, c'est ça qui est intéressant pour la question. Et là, je vais mettre ma casquette que j'ai déjà sur la tête de directeur général du Santec. C'est que très souvent, ce que les compagnies ont besoin au départ, c'est pas tant de l'investissement, c'est des premiers clients qui sont prêts à payer pour tester ces solutions-là, puis vraiment valider la proposition de valeur au-delà d'un investissement pur, sans preuve de concept. Puis c'est ce qu'un peu Thales fait avec nous, oui, avec les compagnies. Tout accompagnement, comme je le disais, au niveau, encore une fois, souvent les jeunes pousses, et on le mentionnait un peu encore une fois plus tôt, ont besoin de passer à échelle, et ce qui passe par avoir accès à des expertises. Alors ça peut être du légal, ça peut être un expert au niveau de tout ce qui est info nuagique, etc. Évidemment, qui ne vient pas sans frais pour ces jeunes entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment de les assister gratuitement sur ces problématiques-là, les aider encore une fois en termes d'aiguillage pour choisir quelle serait la bonne verticale et donc gagner en vérité en termes de concentration, c'est sûr, mais également en termes de temps, de vitesse, mais en termes de justesse, encore une fois, entre leur position actuelle et puis leur adoption.
Et puis évidemment d'aller main dans la main le plus tôt possible. Le programme, on a décidé de faire un programme sur 6 mois. Je ne l'ai pas mentionné, mais un programme sur 6 mois pour garantir qu'on allait véritablement le plus vite possible se tourner, non pas juste sur, j'allais dire, un partenariat qui serait à un petit peu regarder respectivement les différentes technologies et comment on peut aider, mais véritablement tourner vers une distribution, une adoption. Donc véritablement des projets, enfin en tout cas au moins un projet commun sur lequel on pourrait ensemble faire une livraison, faire une démonstration en 6 mois. Merci Christophe. Bon, on le dit souvent, l'économie canadienne, particulièrement l'économie québécoise, c'est une économie de PME, des grands groupes comme Thales ou Airbus ou Boeing. On n'a pas ce genre de grandes organisations internationales, mais on a beaucoup de succursales de ces organisations-là qui sont installées chez nous. Et des PME qui font partie de la chaîne d'approvisionnement de ces grands groupes. Un des défis qu'on entend de plus en plus, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de productivité du Québec, nos défis d'amener nos PME à être plus modernes, etc. Quand on regarde la mouvance qui est claire là, à l'international sur les deep tech, comment vous voyez ça, la place que les deep tech devraient prendre actuellement pour nos entreprises établies qui, des fois, même d'un point de vue tech, ont besoin de se développer? Je commencerai peut-être par Louis, qui travaille quand même dans un marché plus traditionnel des serres, puis qui amène vraiment de la technologie plus poussée. C'est quoi tes observations là-dessus quand tu travailles avec tes différents interlocuteurs? Bien, quand on fait de l'innovation, bon, tu parlais des grandes et des petites organisations, je pense qu'il faut voir ça comme une synergie qui se développe. On en parlait plus tôt ensemble avant le panel. Il y a des innovations qui vont être propres à des grandes entreprises, puis les petites entreprises, pour avoir du succès, doivent trouver des innovations qui arrivent dans des zones où ils vont arriver en complémentarité avec les grands joueurs. Je vais donner un exemple. La 5G, ce n'est pas une start-up qui va développer ça. Par contre, il y a des technologies dans la 5G que ça va être une start-up qui va la créer. Je pense à la compagnie d'un bon ami à moi, Latence Technologies, qui développe de la 5G, une application pour la 5G, mais dans un contexte. Ce qui est important ensuite de ça, peu importe si on travaille dans notre industrie, c'est de trouver les primo-adoptants. Donc, c'est important quand on innove d'être rapidement, de ne pas rester dans sa bulle d'innovateur, mais d'aller vers le marché, d'aller se casser les dents, de vraiment voir comment les gens réagissent par rapport à une innovation pour l'améliorer, la peaufiner. Puis, il faut trouver ces gens-là qui ont la mentalité du primo-adoptant. C'est-à-dire, ils comprennent que c'est une nouvelle technologie, ils comprennent que ce n'est pas parfait, puis ils vont être dans une dynamique de collaboration avec l'innovateur. Puis Solume, je pense que c'est ça qu'on a réussi à bien faire ces dernières années, c'est qu'on a toujours trouvé des gens qui avaient cette approche-là, cette vision-là, qui embrassaient la même vision que la nôtre. Parce que dans ces premiers cycles-là de déploiement, puis en clientèle, c'est vraiment beaucoup plus une collaboration qu'une relation client-fournisseur. Oui, tout à fait, parce que les cycles d'innovation, de toute façon, c'est des technologies qui sont à la recherche de maturité par l'interaction avec le client et non des solutions matures qui sont implantables. Donc, ce défi-là, puis quand tu regardes, toi, toutes bon, ça fait un peu plus de 5 ans là, maintenant que Solume est là, dont les 3 dernières années, là, pas mal plus actives là, avec des clients. Est-ce que c'est difficile d'arriver, de convaincre les gens? Puis je vais poser la même question parce qu'on parle de plus en plus d'innovation ouverte à l'intérieur de ça. C'est quoi ton sentiment par rapport au tissu des entreprises québécoises pour l'intégration de ce genre de nouvelles technologies? Je dirais, au Québec, c'est difficile. Il y a comme une hésitation à s'investir. On aime ça voir des technologies qui ont déjà été démontrées ailleurs. Fait que je dirais que peut-être comme société, s'il y a quelque chose qu'on doit un peu revisiter, c'est cet appétit-là. C'est un peu paradoxal. On est la terre des PME, donc le défi entrepreneurial, c'est pas quelque chose qui nous fait peur, mais par exemple, d'adopter des nouvelles technologies qui sont peut-être pas pleinement démontrées à grande échelle, on est plus hésitant. Puis là-dessus, ça représente un de nos grands défis. Ça implique qu'on doit ratisser beaucoup plus large pour aller trouver justement ces gens-là qui vont être prêts à innover avec nous.
Puis, ben, je pense que comme société, il faut peut-être réfléchir. Est-ce qu'il y a une façon de mitiger ce risque-là, de faciliter l'adoption de technologies innovantes? Puis ça serait peut-être un cycle, une roue, un cycle qui serait intéressant à créer. En facilitant la prise de risque par les entreprises, bien, ça encourage l'innovation, qui ensuite de ça améliore nos entreprises, qui encourage l'innovation, puis donc un cycle qui serait extrêmement bénéfique. On a les ingénieurs, on a le Santec. Pour ça, c'est peut-être le dernier élément qui manque pour accélérer le tout. Christophe, par rapport à ces questions-là, les deep tech, particulièrement de ce que tu observes au Québec, les PME, etc., l'intégration des nouvelles technologies, l'implication, qu'est-ce que tu observes? Alors, déjà, ce que je peux... Alors, pour avoir fait... ce que je peux dire, c'est que... Un exemple. Il y a 7 ans, j'étais à Hong Kong. Je travaillais en effet au niveau du... tout ce qui est optimisation des flux de passagers dans les systèmes de métro. À Hong Kong, on parle d'un système de métro qui permet de transiter 5 millions de personnes par jour. Donc il y a des vrais enjeux. Et en vérité, très rapidement, on s'est tourné vers des algos qui étaient fabriqués au Québec. Donc juste pour insister sur le fait de dire les talents sont là, c'est certain. Donc il n'y a pas de doute possible en termes de l'adoption sur peut-être pas adoption parce que pas suffisamment de talent ou pas suffisamment de technologie ou pas suffisamment prête ou mature, etc. Non. Maintenant, au niveau en fait, de tout ce qui est adoption et de ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau de l'innovation ouverte, je pense qu'il y a un premier élément. Beaucoup de compagnies, comme on le mentionnait, et c'est vrai notamment dans le domaine de l'agriculture, ne sont pas nativement des compagnies high-tech. Ce qui veut dire qu'il existe une vraie barrière entre la technologie et leur compréhension de comment la technologie peut venir résoudre des problèmes de leur métier. Donc il y a un vrai travail à faire, au-delà de l'aspect technologie, il y a un vrai travail, encore une fois je le disais, mais je le répète, en termes d'adoption sociale qui est nécessaire. Et évidemment au-delà de ça, de démontrer la valeur financière des différentes adoptions technologiques. C'est quelque chose qui est nécessaire d'être fait sans doute pour que beaucoup d'industries, je pense, dominantes au Québec, qui ne sont pas historiquement high-tech, s'approprient ces technologies. Et sans doute de manière plus rapide. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est concernant plutôt les industries qui historiquement sont high-tech, qui au demeurant existent également au Québec, et sur lequel je pense, et ce n'est pas uniquement au Québec, c'est de niveau mondial, international, l'innovation, la notion d'innovation ouverte a été un petit peu détournée. En ce sens où aujourd'hui, c'est personnellement mon opinion, est que pour un grand nombre d'industriels, quand on parle d'innovation ouverte, on parle de tourisme technologique. Globalement, c'est d'essayer d'aller voir comment on peut faire de la veille technologique en s'associant avec des universités, en allant collaborer, souvent en termes de présentation PowerPoint, avec des startups pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, où s'en vont les choses, etc. L'idée, c'est véritablement de commencer pour ces entreprises-là à se poser la question de dire comment on est face à une nouvelle ère de globalisation. On a connu plusieurs ères de globalisation liées à l'arrivée notamment des containers qui ont permis le shipping, et puis ensuite tout ce qui était outsourcing, donc c'est-à-dire la possibilité d'aller accéder à de la connaissance dans différents pays étrangers. Et là aujourd'hui, du fait de la connectivité, du fait de la réduction du coût d'entrée dans un certain nombre de technologies profondes, on parlait de l'info-nuage, etc., eh bien un vrai enjeu en termes de dire comment ma chaîne de valeur est en train de se fragmenter. Comment aujourd'hui je dois me poser de vraies questions en termes de stratégie de partenariat avant de stratégie technologique, pour savoir dans ma chaîne de valeur quels sont les éléments qui sont cœur et stratégiques et quels sont les éléments qui sont cœur mais probablement pas stratégiques et sur lesquels j'ai tout intérêt à m'appuyer sur un partenaire de confiance. Et donc un partenaire technologique de confiance. Et comment je vais me mettre dans des dispositions pour aller trouver ces différents partenaires-là, pour aller bâtir ces relations de confiance et pour ensuite répondre de manière plus vite, plus juste et plus pertinente finalement à la problématique du marché, à la problématique de certains utilisateurs. Et
et je pense que c'est finalement pas un premier pas qui est nécessaire au niveau des jeunes pousses ou des PME ou même des universités, mais qui commence d'abord par ces grands groupes, notamment. J'ai entendu une fois quelqu'un me dire le gros problème des compagnies high-tech, c'est finalement qu'elles pensent qu'elles sont déjà, j'allais dire, digital tech. Alors là, on parle aujourd'hui de deep tech, mais comme on parlait un petit peu plus tôt, on sait qu'aujourd'hui, le logiciel prend une part dominante dans cette notion de deep tech. On parlait de lampes intelligentes juste avant. Et donc, dans quelle mesure ces compagnies, finalement, doivent se remettre en question elles-mêmes pour, encore une fois, penser dans quelle mesure je dois m'associer à certains partenaires pour aller plus vite, pour être plus pertinent et pour être plus résilient. Et tu as utilisé une expression, je ne suis pas sûr que tu l'as entendu, tu nous parlais de tourisme technologique. Tourisme technologique. Tourisme technologique, ouais. Effectivement. Moi, j'appelle ça le théâtre de l'innovation aussi, parce qu'effectivement, on est dans une ère où l'innovation est à la mode et les technologies n'ont jamais été aussi présentes qu'aujourd'hui. Et on assiste effectivement en partie des fois plus à des exercices de marketing et de benchmarking, beaucoup plus que des vraies collaborations avec des technologies innovantes, puis des intégrer à l'intérieur de ça dans une stratégie qui a été réfléchie. Et puis ça, c'est super intéressant ce que tu mentionnes là-dessus. Et il faut comprendre que c'est lié à des mécaniques qui ont évolué très rapidement. Quand on parle, et on en parle souvent d'ailleurs, des notions de propriété intellectuelle. Il y a encore quelques années, le fait de développer et d'investir en termes de capital, donc de développer une technologie et la propriété intellectuelle associée, permettait finalement de créer une barrière d'entrée sur une niche donnée. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Encore une fois, ne prenons que le cas des logiciels et d'un certains algorithmes, etc. Aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué de poser une propriété intellectuelle sur un algo. Donc, ça, plus combiné au fait de dire que les technologies et les vagues technologiques se succèdent de plus en plus rapidement, eh bien, l'enjeu devient plus nécessairement de penser à la propriété intellectuelle d'un point de vue protection, mais plutôt de penser à la vitesse d'innovation. Et encore une fois, vitesse qui viendrait difficilement, quand on voit le cycle de vie des technologies que j'expliquais en introduction, difficilement accessible d'un point de vue uniquement clos, intégré verticalement, mais plutôt possible en se tournant vers l'extérieur. Je parlais d'inversion de la firme un petit peu plus tôt, ce que certaines entreprises, notamment natives numériques, et qui sont très tôt tournées vers tout ce qui est réseau, connectivité et data, ont entrepris très rapidement, on les connaît, les GAFAM, qui sont aujourd'hui dominants dans le top 10 des compagnies les plus valorisées dans le monde. Et pour autant n'existaient pas dans ce classement il y a à peine 7 ans ou maintenant 10 ans, disons, mais qui se sont très vite tournés en disant voilà, comment je peux orchestrer des complémentaires, enfin en tout cas des partenaires que je vais aider à distribuer, donc c'est-à-dire typiquement les aider à trouver leur marché, trouver leur usage, trouver leur modèle d'affaires, pour capturer une partie de la valeur. Évidemment, on se rend bien compte aujourd'hui que dans certains cas, cette stratégie est partie un petit peu trop loin, on en parlait un petit peu plus tôt, mais reste qu'aujourd'hui, cette notion d'inversion de la firme pour réussir plus vite à faire plus ensemble, et surtout, on voit aller des problèmes environnementaux un petit peu plus tôt, sociétaux environnementaux, donc des problèmes qui sont finalement beaucoup plus gros qu'une seule entreprise, peu importe sa taille. Et donc l'idée d'aller vers ce type de partenariat, cette innovation de réseau pour l'innovation technologique et ces grandes problématiques. Louis, toi, tu es plus dans l'angle de la start-up, c'est pas ta première, là, tu es à ta troisième. Quatrième, excuse-moi, je voulais pas te froisser, Louis. Quand vient le temps de travailler avec des entreprises, c'est quoi les conditions gagnantes? Parce qu'il y a sûrement, tu sais, on a plus de 300 ingénieurs actuellement en ligne qui travaillent dans différentes organisations. C'est sûr qu'une des choses, quand tu expliquais le cycle tantôt, c'est que certains de ces ingénieurs-là, dans leurs organisations, devraient trouver des façons de travailler davantage avec des startups. Mais maintenant, les organisations sont très structurées, puis des fois un petit peu hermétiques. Pour une start-up, c'est quoi les conditions gagnantes pour qu'une PME, une moyenne entreprise puisse vraiment bénéficier de tout ce que tu peux lui apporter en fonction de ce que Christophe vient de dire? C'est une très bonne question parce que la grande organisation a beaucoup d'inertie puis va
va aussi être, malgré tous les changements et philosophies organisationnelles cloisonnées, je dirais le premier défi pour la start-up, c'est de trouver les bons interlocuteurs qui vont permettre justement de faire ça. Ce qui arrive, c'est que les grandes entreprises, le discours à la tête, il est là. Mais ensuite de ça, c'est de savoir naviguer puis d'aller trouver dans l'organisation le bon interlocuteur qui a le mandat, qui a aussi la vision de vouloir travailler dans cet aspect-là de collaboration avec la start-up. Puis, ce qui est toujours aussi important, c'est peu importe le type de collaboration, peu importe le type d'organisation, moi, il y a un élément fondamental. Il doit avoir, comme on dit en bon français, du skin in the game. Il doit avoir un élément monétaire. Qui fait que, puis des fois, il doit être peut-être juste symbolique, mais quand il y a une transaction, c'est que la grande organisation, elle a dû faire un processus administratif pour que cet échange de flux-là monétaire, même si c'est juste 10 000 $, se fasse. Donc, ça montre un sérieux. Ça, je dirais ça, c'est un des éléments peut-être au-delà de tous les éléments qui permettent de qualifier l'opportunité, la personne, l'organisation, la vision. Mais cet aspect-là administratif, je dirais, est assez clé. Anodin, on l'oublie parfois, mais qui est représentatif. Excellent. Et la négociation de contrat, les dimensions légales, comment ça se passe? Pour une start-up, c'est-tu facile à négocier ça au début ou c'est très complexe? Parce que des fois, il y a des lourdeurs là, dans nos... Il y a des lourdeurs aussi, mais il faut éviter les raccourcis. Ça nous est arrivé récemment, justement, avec un grand groupe industriel qui veut collaborer avec nous. Puis, donc, par exemple, la première étape, c'est l'entente de confidentialité. Parce que la start-up a beaucoup de propriété intellectuelle, puis on veut s'assurer de bien la protéger. Et puis, je dirais, c'est de bien s'affirmer, de dire, bien, écoute, il y a des choses qui sont à moi et de bien l'affirmer pour que ce soit reconnu. Ça aussi, ça permet de voir est-ce que le partenaire est sérieux dans sa relation. Puis j'ai été étonné. Des grands groupes industriels allemands et japonais ont signé des ententes de confidentialité avec Solum selon nos termes. C'est des compagnies, des fabricants de semi-conducteurs. Là. Alors là, on a dit, OK, ces gens-là veulent vraiment faire affaire avec nous, reconnaissent l'innovation qu'on fait. Donc là, ça établit aussi la relation sur des bonnes bases. Excellent. On approche de la fin. Si jamais vous avez des questions qui traînent dans le chat, peut-être une petite dernière. Oui, vas-y, très rapide. OK, juste un dernier point là-dessus. Donc, en effet, partie légale, IP, partie, en effet, de tout ce qui est procurement, achat. Mais il ne faudrait pas non plus, et on a beaucoup d'ingénieurs, je pense, ou une majorité, oublier la partie ingénierie. Et notamment le syndrome du pas inventé ici. Je pense que comme tout ingénieur, on aime résoudre des problèmes ça peut paraître un petit peu compliqué quand on nous invite à confier un problème donné et le plaisir de le résoudre à un tiers parti. Pour autant, encore une fois, aujourd'hui, on est confronté à une multitude de problèmes et donc il faut savoir choisir ses batailles. Et en ce sens, je pense que ce qui serait très intéressant, moi je vois, j'ai commencé, encore une fois quand j'étais en formation, j'ai commencé à faire de l'assembleur et puis très rapidement les langages se sont multipliés. Aujourd'hui, on parle évidemment de tout ce qui est data et puis algorithmes liés à l'intelligence artificielle. Donc très vite, évidemment, le métier a évolué, en tout cas pour le génie logiciel. Mais ce qui n'a pas évolué, c'est tout ce qui est sensibilisation des ingénieurs à tout ce qui est économie, tout ce qui est, j'allais dire, sans rentrer dans les notions d'adoption sociale, etc., mais tous les enjeux également de dire dans quelle mesure je vais savoir me poser les bonnes questions en termes de partenariat et en termes d'ouverture par rapport à l'usage de ma technologie. Donc on parle d'un côté du design, de l'autre côté encore une fois une notion d'économie, mais juste pour s'assurer que les ingénieurs d'aujourd'hui, peu importe leur discipline de cœur en termes d'ingénierie, puissent avoir ces outils pour appréhender le monde d'aujourd'hui qui, encore une fois, ce monde technologique, ne comporte pas, ou moins, des problématiques dominantes
technologiques versus des problématiques économiques et des problématiques d'adoption sociale. Je pense que cette sensibilisation-là doit être faite pour justement réduire ces frictions d'entrée et d'association entre grands groupes, et notamment équipes d'ingénierie technologique, et les jeunes pousses et PME. Là, il nous reste à peine 2 minutes, si je méfie. Non, on est correct encore. Il nous reste 6 minutes. On a peut-être le temps pour une question. Est-ce qu'il y a une question? Absolument. Est-ce que les changements climatiques peuvent être un incubateur, accélérateur pour ce type d'entreprise, Deep Tech, en termes de développement de nouvelles solutions durables innovatrices? Pourriez-vous nous décrire un exemple de projet avec des résultats au Québec ou au Canada? Solum en est un, entre autres. Hein? Absolument. Donc, il y a... en fait, nous, on a démontré par chaque déploiement de chaque luminaire qu'on fait dans une serre, donc la réduction de la consommation d'énergie, la facilité aussi de la gestion thermique dans la serre permettait une réduction importante là, au niveau des gaz à effet de serre. Puis après ça, avec les bénéfices collatéraux qui vont avec ça au niveau du transport, par exemple. On étudie aussi avec des centres de recherche universitaires pour s'assurer qu'en améliorant la qualité de la lumière, on va pouvoir réduire l'utilisation d'herbicides, pesticides, de toutes sortes de choses d'opposition chimique dans la serre. Parce que même si c'est un environnement contrôlé, c'est un environnement duquel il peut résulter des ruissellements et tout ça. Donc, les changements climatiques sont à plusieurs niveaux, au niveau du développement durable. Puis je dirais que pour une start-up, de bien se positionner dans ce côté-là, c'est que l'aventure d'une jeune pousse technologique, c'est vraiment des hauts et des bas. Je dirais que l'aspect, pour en être à ma 4e, l'aspect développement durable dans la mission de la technologie Solum est très gratifiant, puis aide à passer à travers des moments plus houleux de la vie de la jeune pousse technologique. Oui, et si je peux me permettre, parce qu'on fait un peu plus appel aux incubateurs et aux accélérateurs, je vais me permettre aussi de fournir un élément de réponse. C'est qu'aujourd'hui, la nouvelle génération d'entrepreneurs qui poussent, c'est très rare qu'on va avoir une compagnie qui va venir proposer un projet au Santec dont l'effet, au final, va être d'augmenter les GES, par exemple, ou l'empreinte environnementale. Donc, le Santec est un des incubateurs reconnus par le programme TDDC du gouvernement canadien, justement pour soutenir le développement d'innovation de start-up qui développent des solutions qui diminuent les GES. Et souvent, c'est surprenant parce qu'on est un des incubateurs qui performe le mieux au Canada dans l'obtention de ces financements-là. Dans le cas de Solum, on le voit très bien, mais on a même des compagnies en microélectronique qui ont réussi à obtenir des fonds TDDC. Je pense à Solid State of Mind ou à Spark Microsystems. Spark, en fait, ils sont identifiés comme une des entreprises de microélectronique à surveiller dans le monde, dans le top 10. Très, très belle compagnie. Et eux, ils ont diminué de 96 % la consommation d'énergie pour la communication d'objet à objet. Donc, souvent... en termes environnementaux, on a souvent tendance à penser vraiment clean tech sur la problématique directe, mais il y a tellement de problématiques aujourd'hui, juste avec tout le data qui est nécessaire pour alimenter cette deep tech-là. Il y a des grandes questions sur l'énergie consommée par ces réseaux-là et l'empreinte de tout ça. Donc, il y a énormément de développement à faire. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de edge computing, de restructurer l'Internet pour que les réseaux se fassent différemment. Donc, c'est une question qui est fondamentale. Et oui, il existe des... C'est très, très difficile d'avoir un incubateur ou un accélérateur qui, aujourd'hui, n'est pas dans cette mouvance-là du développement durable. Nos défis sont là-dessus. Il nous reste 2 minutes. On arrive à la conclusion. Excuse-moi, Christophe, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose de rapide. Non, j'allais juste dire que de toute manière, aujourd'hui, même en termes de valorisation, il y a également les critères ESG qui rentrent en compte maintenant, donc tout ce qui est environnemental, sociétaire, etc., qui fait que personne dans les industries qui nous entourent ne pourront éviter la question environnementale. Et ce qui va évidemment, encore une fois, fragmenter d'autant plus certaines chaînes de valeur et donner des opportunités pour des beaux partenariats. Tout à fait. En deep tech. Effectivement. Il nous reste 2 minutes pour conclure. En un mot, une phrase, comment vous entrevoyez l'avenir pour le Québec en matière de deep tech, mais surtout nos capacités
de créer de la richesse avec nos cerveaux par rapport à ce que vous voyez actuellement dans tout ce qui se passe puis tout ce qui se construit? Bien, moi, si je peux me permettre, l'avenir est prometteur sur bien des aspects. L'environnement est là au niveau accompagnement, incubation, le bassin de talent. L'idéation aussi, elle est là. Toutes les premières phases, je pense que c'est là aussi là, du préamorçage à l'amorçage. Il reste des défis. Il reste l'adoption, le financement, à un moment donné, qu'on appelle la série A. Quand on est rendu à ce moment-là, où la deep tech devient un peu plus, demande plus de capitaux, ça va devenir important qu'au Québec, on soit capable de suivre ça. C'était dans ta diapo au début. On est 3e au niveau du talent, on est 27e au niveau de la disponibilité des capitaux. Puis ça, c'est un élément en ce moment qui blesse totalement le potentiel réel qu'il y a présentement au Québec. De ton côté, Christophe, surtout comme Québécois d'adoption depuis 4 ans? Donc, je dirais 2 choses. La première, et ça a été annoncé, je crois, récemment, donc, dans le cadre de la stratégie de recherche et innovation québécoise, c'est la facilitation de co-innovation avec les marchés publics. Je pense que c'est un facteur très important justement pour favoriser ce qu'on disait tout à l'heure, au-delà des technologies, les enjeux d'adoption sociale et puis d'appropriation d'un certain nombre de ces industries, de ces hautes technologies fournies par les jeunes pousses et les PME. Et puis l'économique derrière, de dire, comme tu disais, au-delà de la série A, etc., il faut montrer primo-adhérents, capitaux, etc. Ça, c'est la première chose. Donc cette ouverture-là, facilitation de co-création est très importante, notamment dans le domaine du B2B et B2J. L'autre facteur, c'est de se dire dans quelle mesure on pourrait voir un alignement entre, j'allais dire, la stratégie technologie et recherche et innovation au Québec et la stratégie économique. De dire, par exemple, on veut faire l'accent sur les enjeux de l'agriculture d'une priorité, on va en faire une priorité. Bon, on va se concentrer sur bâtir une chaîne d'approvisionnement deep tech pour cette verticale-là, pour cette industrie donnée. Et donc, utiliser l'ensemble de nos technologies et de nos talents reconnus en IA et bientôt en quantum, etc., mais sur une ou quelques verticales bien spécifiques pour arriver à... On parlait de l'enjeu tout à l'heure, et à échelle différente, c'est un peu la même chose, de se dire, voilà, on est une entreprise technologique, mais on doit se trouver, on doit nous-mêmes s'obliger à trouver, se contraindre à trouver une verticale sur laquelle on va réussir à se distribuer avant de penser au reste. Et c'est très difficile. Et donc, à échelle en fait, d'une région, pareil d'un pays, de se poser la question et de dire, OK, c'est sur quelle verticale que je vais commencer à concentrer mes moyens, mes talents, mes infrastructures, mes technologies, mes jeunes pousses, pour pouvoir être reconnu et finalement créer cet effet de réseau positif et l'attraction des VC dont on parlait un peu plus tôt, qui viennent à manquer un petit peu, etc. Et je pense qu'on voit beaucoup de pays, notamment sur le continent africain, Tunisie, Kenya, etc., qui choisissent de prendre une verticale, agrotech, medtech, et qui arrivent véritablement à tirer leur épingle du jeu au niveau international, de créer les fameuses licornes, pas celles des enfants, et sur des délais très courts. Et donc, je pense que cet effort de concentration, d'être amoureux de ces technologies, mais encore plus de certaines de ces industries cœurs, est capital pour pouvoir passer un cran au niveau de la région. Monsieur Christophe Muratet de chez Thales, Monsieur Louis Brun de Solume, merci beaucoup pour votre générosité, votre temps. J'espère que vous avez apprécié et tombé en amour avec les deep tech, commencez à les intégrer dans vos chaînes d'approvisionnement. Il y a beaucoup de potentiel et d'opportunités à saisir pour faire en sorte qu'on puisse créer encore plus de richesses au Québec. Merci beaucoup.